Alors bonjour, je suis Claude Catala, je suis astrophysicien à l'Observatoire de Paris et je suis le président de l'Observatoire de Paris. Quel a été votre parcours universitaire et ou aux grandes écoles et par la suite professionnel? Alors d'abord, après le baccalauréat, donc j'ai un baccalauréat scientifique et technique, ce qu'on appelait le bac E à l'époque, c'était dans les années 70, ça commence à dater un peu. Après mon bac E, donc j'ai fait une école préparatoire, donc les classes préparatoires, et à la suite de ça une école d'ingénieur. Et après mon école d'ingénieur, j'ai voulu poursuivre dans la voie de la recherche, donc j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un DEA, un diplôme d'études approfondies, qui aujourd'hui s'appelle un Master 2, et à la suite du DEA, une thèse d'astrophysique. Et ensuite, j'ai été recruté presque immédiatement après ma thèse au CNRS, et depuis, donc, j'ai poursuivi une carrière de recherche au CNRS jusqu'à mon élection à la présidence de l'Observatoire de Paris. Avez-vous eu une rencontre particulière durant votre carrière? Dit autrement, avez-vous rencontré une personnalité ou lu tout simplement un livre qui a d'une certaine manière déterminé votre cheminement en tant qu'astrophysicien et par la suite, aujourd'hui, maintenant, président de l'Observatoire de Paris? Alors, je ne crois pas que je puisse citer quelqu'un que j'aurais rencontré avant de devenir astrophysicien, avant de me lancer dans cette voie en tout cas, qui m'aurait guidé dans cette direction. Mais par contre, je voudrais peut-être ici rendre hommage à deux de mes professeurs que j'ai eus au DEA justement, diplôme d'études approfondies. C'était le DEA de l'Observatoire de Paris. Et ces deux professeurs, je vais les citer, il s'agit d'abord du professeur Pierre Léna, et deuxièmement du professeur André Braic, qui est malheureusement décédé l'année dernière, et qui tous les deux m'ont montré pendant cette année de DEA que je n'avais pas fait fausse route et que je m'étais bien engagé dans la voie qui me convenait. Ils m'ont transmis, je crois, leur goût, leur passion pour l'astrophysique. Pouvez-vous nous présenter l'Observatoire de Paris d'un point de vue général? Alors, l'Observatoire de Paris, c'est un grand établissement, ce qu'on appelle un grand établissement, c'est son statut juridique, si vous voulez. Et en fait, c'est la plus grande institution dédiée à l'astrophysique en France, de très loin d'ailleurs, puisqu'à lui tout seul, il représente à peu près un tiers de tout le potentiel de recherche en astrophysique en France. À l'Observatoire de Paris, il y a 600 personnes qui travaillent, qui ont sur un statut permanent, 800 personnes au total, si je rajoute à ces 600 les personnes qui sont sur un contrat temporaire, et jusqu'à 1000 si je compte également les étudiants. Donc c'est quand même un établissement relativement important, et en tout cas il est très important dans le paysage français de la recherche en astronomie et astrophysique. Alors en allant un petit peu plus loin, on peut même dire que c'est pratiquement la plus grande institution au monde entièrement dédiée à l'astrophysique. On est pratiquement à égalité avec une autre institution américaine, celle-là, qui nous ressemble un peu, qui s'appelle le Center for Astrophysics, qui est le centre d'astrophysique de l'université de Harvard. On aime bien se comparer au CFA, Center for Astrophysics, parce qu'on a à peu près le même effectif. Ils sont aussi entre 600 et 700. Et puis on regarde un petit peu quelle est la performance de chacun des deux instituts, et on est très comparable. Donc on est assez content de ça. L'époque que la communauté scientifique est considérée par certaines autorités scientifiques comme étant l'aube de nouvelles découvertes, grandes découvertes scientifiques. Dans ce contexte, comment vous placez-vous en tant que président de l'Observatoire d'un point de vue national et d'une manière un peu plus large d'un point de vue international, en tenant compte d'une parole, si je puis dire, de l'académicien français Michel Serres, très grand ami de Pierre Léna, soit dit en passant, qui souligne, pour un petit peu faire prendre conscience à l'élite française, l'ensemble, toutes nos institutions en fait actuelles sont comme des étoiles. Nous en recevons la lumière, mais par des calculs de l'astrophysique, nous savons qu'elles sont en fait déjà mortes. Bon, c'est une question intéressante. Alors, il y a plusieurs facettes à votre question. D'abord, on va dire, quels sont les grands enjeux, on va dire, de l'Observatoire de Paris, de la recherche en astronomie et astrophysique. Alors, ils sont nombreux, ces enjeux. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Donc, je ne vais pas faire la liste de tout ce qu'on est en train de rechercher en astrophysique, mais
Dans cette liste, il y a des choses qui sont peut-être plus marquantes que d'autres, en tout cas pour le public. Il y a par exemple la recherche des exoplanètes, donc ces planètes qui gravitent autour d'autres étoiles que le Soleil. On sait aujourd'hui que pratiquement toutes les étoiles, en tout cas dans notre voisinage, plus loin on a des difficultés à le vérifier, mais pratiquement toutes les étoiles ont des planètes, comme le Soleil a des planètes autour de lui. Comme il y a des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie et des centaines de milliards de galaxies, on imagine le nombre de planètes qui peuvent exister dans l'univers. Donc c'est quelque chose d'assez fantastique, vertigineux, on va dire. Et donc le travail des astrophysiciens, c'est de découvrir ces exoplanètes, les détecter, les caractériser aussi, c'est-à-dire pouvoir dire pour chacune d'entre elles, voilà, cette planète qui est autour de telle étoile, elle a telle masse, elle a telle taille, donc elle a telle densité. Et puis on essaye aussi de déterminer si ces planètes ont des atmosphères, comme la Terre a une atmosphère, et jusqu'à essayer de voir si ces planètes sont habitables, c'est-à-dire est-ce qu'elles rassemblent les conditions qui permettraient à la vie de se développer. Et puis plus tard, alors c'est un enjeu pour peut-être dans quelques décennies seulement, vérifier sur certaines d'entre elles si la vie est présente sur la planète. Alors aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire, mais dans quelques décennies, on pense avoir développé des nouveaux moyens d'observation qui permettront de vérifier si la vie est présente sur une de ces très lointaines planètes. C'est un enjeu extraordinaire, non seulement scientifique, mais aussi philosophique. Le but étant de répondre à la question, mais de manière scientifique, sommes-nous seuls dans l'univers? C'est une question qui obsède l'humanité depuis des milliers d'années, et nous avons de la chance aujourd'hui, puisque nous sommes arrivés à une époque où la recherche, l'astrophysique et la technologie moderne vont bientôt nous permettre de répondre de manière scientifique à cette question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Donc c'est assez extraordinaire et bon, c'est quelque chose de fascinant, je pense, à la fois pour les scientifiques qui vivent cette aventure, mais je pense que c'est fascinant aussi pour tout le monde et tout le public. Donc ça, c'est un des enjeux. Il y en a d'autres, je vais en citer un deuxième, mais sinon ça pourrait nous prendre le reste de l'après-midi. Mais un deuxième enjeu, c'est donc la recherche en cosmologie, c'est-à-dire les questions qu'on se pose sur l'origine de l'univers. Comment l'univers est apparu lors du Big Bang, donc il y a à peu près 14 milliards d'années, et aussi comment l'univers a évolué depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas vous raconter cette histoire, mais c'est quelque chose d'extrêmement fascinant également, assez complexe, puisque ça revient à étudier la physique de la matière dans des états que nous ne connaissons pas aujourd'hui, mais c'est extrêmement important parce que cette histoire, c'est l'histoire de nos origines. Voilà. Donc voilà, deux enjeux assez présents, on va dire, dans l'astrophysique moderne. Et en face de ces enjeux, donc vous comprenez que, évidemment, c'est extrêmement difficile de répondre à ces questions. Il y a des moyens que nous développons et qui, évidemment, font des progrès année après année. On fait des progrès technologiques extrêmement importants. Et là, une parenthèse au passage, c'est que les progrès que nous faisons dans la connaissance de l'univers, les progrès que nous faisons en astrophysique, sont systématiquement reliés aux grands progrès que nous faisons en technologie. Donc à chaque fois que nous franchissons une étape technologique, on peut être certain que nous allons découvrir de nouvelles choses. Donc ces progrès ont lieu actuellement. Nous sommes en train de développer des moyens d'observation pour le futur proche qui représentent vraiment des grands pas décisifs en avant par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais en citer trois si vous voulez. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'ELT, ça veut dire Extremely Large Telescope. C'est un télescope que l'Europe, enfin l'ESO en fait, c'est l'Observatoire européen austral, le European Southern Observatory, est en train de construire au Chili. C'est un télescope qui fera 39 mètres de diamètre, qui représente un diamètre 4 fois plus grand à peu près que le plus grand télescope aujourd'hui, c'est-à-dire donc une surface du miroir du télescope qui est 16 fois plus importante
que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Donc ce nouveau télescope... On va rappeler que plus on a un grand miroir, plus on peut collecter d'informations, et plus on a d'informations, plus on peut développer... Tout à fait. La puissance d'un instrument d'astronomie se mesure à sa surface. C'est un télescope, c'est en quelque sorte, comme vous l'avez dit, une sorte de gigantesque entonnoir à photons. Et donc plus c'est grand, plus on va collecter des photons, et donc plus on va pouvoir regarder des objets faibles, et donc loin dans l'univers. Et loin dans l'univers veut dire que nous les voyons dans l'état où ils étaient il y a très longtemps dans le passé, puisque la lumière a mis très longtemps pour nous parvenir. Donc de cette manière-là, on étudie la structure de l'univers jusqu'au moment, disons, peu de temps après le Big Bang. Donc voilà, ça c'est un des moyens qu'on est en train de développer qui va nous permettre de faire d'immenses progrès dans toutes ces recherches. Un autre intérêt aussi au passage d'avoir un grand télescope, c'est que ce qu'on appelle la résolution spatiale, c'est-à-dire la capacité que nous avons à distinguer deux sources très très proches l'une de l'autre, dépend du diamètre. Non plus de la surface cette fois-ci, mais du diamètre. Et donc avoir un grand télescope va nous permettre d'obtenir des images avec une très grande résolution spatiale. Et ça c'est très important, notamment pour l'étude des exoplanètes, qui sont des petits points très peu lumineux, très sombres, placés juste à côté de sources, donc les étoiles, extrêmement brillantes. Alors, on a l'habitude de prendre une comparaison, observer une exoplanète autour d'une étoile, même les étoiles les plus proches du Soleil, ça revient à avoir une luciole à côté du phare de Ouessant, vous voyez, le plus grand phare d'Europe, depuis Moscou. Voilà, ça, c'est assez parlant, ça vous montre un peu la difficulté que ça représente et la nécessité que nous avons de développer ces moyens technologiques nouveaux qui nous permettent d'accomplir ces prouesses. Alors, un deuxième exemple, si vous voulez, c'est le développement de la radioastronomie, qui est quelque chose d'extrêmement important. La radioastronomie, donc, ça consiste à observer l'univers, toutes les sources dans l'univers, aux longueurs d'onde radio, qui sont aussi des rayonnements électromagnétiques, mais dans des longueurs d'onde que nos yeux ne peuvent pas capter. Donc, on utilise des instruments pour ça. Donc le grand projet du futur s'appelle SKA, ça veut dire Square Kilometer Array, donc le réseau de 1 km². Et c'est un grand radiotélescope qui sera installé en Australie et en Afrique du Sud, et dont la surface, équivalente, cumulée, atteint 1 km². Donc ça c'est la surface dont on parlait tout à l'heure, c'est considérable aussi. Et ce grand radiotélescope va nous permettre aussi d'étudier les galaxies les plus lointaines dans l'univers, et donc d'étudier l'univers tel qu'il était peu de temps après le Big Bang. Un troisième exemple, c'est ce qu'on appelle l'astronomie des hautes énergies. Ça consiste à étudier les rayonnements de très haute énergie, comme le rayonnement gamma par exemple, ou le rayonnement cosmique, qui sont des particules, des noyaux d'atomes accélérés à des vitesses proches de la vitesse de la lumière par des événements extrêmement violents qui se sont produits il y a longtemps dans le passé et il y a très loin dans l'univers. Voilà. Et donc on observe ce rayonnement cosmique ou ces rayonnements gamma par l'effet que ce rayonnement a au moment où il arrive dans l'atmosphère terrestre. Il déclenche dans la haute atmosphère terrestre des gerbes de particules que nous détectons au sol avec des télescopes, et par des méthodes de triangulation, je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail, on peut remonter de cette manière-là à la direction d'où venait le rayon cosmique qui a créé ces gerbes de particules. Et donc de cette manière-là, on étudie ces événements très violents, comme les explosions de supernovae, les collisions entre étoiles très massives qui se sont produites, comme je disais, très très loin de nous et il y a très longtemps. Et puis alors évidemment le paysage ne serait pas complet si je ne parlais pas du spatial, et donc on fait aussi bien sûr beaucoup de progrès en astrophysique grâce aux moyens que nous envoyons dans l'espace, que ce soit des moyens d'exploration, donc des sondes qui vont sur les planètes, sur les satellites, et puis récemment évidemment on a tous suivi ça sur les comètes, puisqu'il y a eu la mission Rosetta, qui a donné des résultats absolument fantastiques sur lesquels les astronomes
notamment de l'Observatoire de Paris, vont encore travailler pendant au moins une vingtaine d'années. Voilà, donc ça nous permet de faire de très très grands progrès. Alors notamment, je raccroche à une question qu'on posait tout à l'heure, ces missions d'exploration des corps du système solaire, pour la plupart, cherchent à répondre à la question, y a-t-il eu dans le passé, ou y a-t-il encore aujourd'hui, de la vie dans le système solaire en dehors de la Terre? Donc on recherche des traces de vie passée en allant creuser sous la surface des lunes qui gravitent autour des planètes ou au niveau des comètes pour essayer de trouver des traces de vie. Voilà, alors ça c'est un élément. Et l'autre élément, ce sont les observatoires qu'on envoie dans l'espace. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que quand on est sur Terre, on observe à travers l'atmosphère de la Terre qui perturbe énormément les observations. Alors ça perturbe de trois façons en fait. La première, c'est que ça bloque un certain type de rayonnement, comme le rayonnement ultraviolet, où une bonne partie du rayonnement infrarouge n'atteint pas le sol parce qu'il est arrêté par l'atmosphère terrestre. Donc on ne peut pas observer à ces longueurs d'onde-là. Pour le faire, on envoie des satellites. Deuxième perturbation, c'est le fait que l'atmosphère est agitée de mouvements turbulents, et donc les images que nous recevons au sol, que nous pouvons observer, sont brouillées par cette turbulence. Et du coup, on n'a pas la qualité suffisante pour pouvoir étudier de manière fine tous ces objets que nous observons. Alors on a développé des techniques, notamment Pierre Léna d'ailleurs, qui a été à l'origine de tout ça. Notre technique s'appelle l'optique adaptative, mais rien ne vaut le fait d'aller observer en dehors de l'atmosphère terrestre. Et donc ça, c'est un deuxième élément. Et le troisième élément, c'est que quand on observe depuis le sol, toujours à cause de l'atmosphère, on a des variations temporelles de ce qu'on observe, parce que l'atmosphère bouge. Donc, si on regarde par exemple le flux d'une étoile, il va varier à cause de l'atmosphère. Et souvent, parfois, on a besoin de mesurer de manière extrêmement précise la variation temporelle du flux d'une étoile. Par exemple, pour détecter une planète, une des techniques utilisées, c'est de voir passer la planète devant son étoile. Alors la planète est toute petite, devant l'étoile qui est très grosse, donc ça ne crée qu'une toute petite diminution du flux lumineux de l'étoile, et pour pouvoir la détecter, il faut avoir une mesure extrêmement stable, extrêmement précise, et ça on ne peut le faire que depuis l'espace. La méthode des transits. La méthode des transits, exactement. Voilà, donc si je récapitule, des grands enjeux, des grands moyens qu'on met en face, et je pense que c'est ça aujourd'hui qui peut définir en quelque sorte l'astrophysique moderne. Alors, où est l'Observatoire de Paris là-dedans? L'Observatoire de Paris, il est évidemment très impliqué dans toutes ces choses-là, dans les recherches que nous faisons reliées à ces enjeux, exoplanètes, cosmologie, plein d'autres que je n'ai pas cités, système solaire, les relations entre le Soleil et la Terre, etc. Il y a énormément de choses qui sont faites, dont une grosse partie à l'Observatoire de Paris. Et puis on est aussi très fortement impliqué dans le développement des instruments que je viens de citer. Donc, dans les laboratoires de l'Observatoire de Paris, nous fabriquons des instruments que nous mettons au foyer de ces télescopes que j'ai cités. Donc, on est en train, en ce moment même, de développer des instruments qui seront au foyer de l'ELT, le grand télescope du Chili. Voilà. Et ils sont développés à l'Observatoire de Paris. Nous travaillons aussi, grâce à notre station de radioastronomie qui est à Nancy, sur le développement de la radioastronomie, donc en vue de ce fameux projet SKA. Et nous avons aussi des développements techniques pour les télescopes qui permettent de détecter ces rayonnements cosmiques dont je parlais tout à l'heure. Donc l'Observatoire de Paris est très fortement impliqué dans toutes ces activités. Alors, reste maintenant la citation de Michel Serres, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je trouve qu'il est quand même un petit peu pessimiste. Alors il a raison lorsqu'il dit que, évidemment, quand on regarde une étoile très lointaine, il est très probable qu'aujourd'hui elle soit morte, puisque les étoiles, comme vous savez, ne vivent qu'un certain temps. Cette durée de vie d'ailleurs dépend de la masse de l'étoile. Plus l'étoile est massive et moins elle vit longtemps. Le Soleil, par exemple, le Soleil a une durée de vie de 10 milliards d'années. Donc il a vécu 5 milliards jusqu'à présent, il lui en reste encore 5. Donc, mais une étoile de 10 ou 15 masses solaires ne vivra que quelques millions d'années. Donc si je regarde une étoile qui est à quelques millions d'années-lumière et qui est massive,
je la vois aujourd'hui, parce qu'elle m'a envoyé sa lumière il y a quelques millions d'années, mais aujourd'hui, elle est probablement morte. Donc là, il a raison sur ce plan-là. Maintenant, dire que nos institutions sont comme les étoiles, c'est-à-dire qu'on les voit aujourd'hui, on en reçoit la lumière, mais en fait, elles sont mortes, c'est quelque chose d'assez pessimiste, parce que ça veut dire que nous sommes en train de vivre le champ du cygne, en quelque sorte, de nos institutions de recherche. Et moi, en tant que président de l'Observatoire de Paris, si vous voulez, c'est une vision que je ne peux pas accepter parce que, au contraire, moi, je travaille pour que l'Observatoire de Paris se développe et puisse avoir une longévité la plus grande possible. Voilà. Donc, cette correspondance avec la lumière des étoiles, je ne vais pas aller jusque-là, si vous voulez.